Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, chaque jour à 12h15 sur les ondes de Radio VM. Ici Philippe Labrec au micro, heureux de vous retrouver en ce lundi 4 août. Peut-on faire preuve de trop d'empathie? Celle-ci peut-elle être instrumentalisée idéologiquement? Peut-elle servir à nuire à ce qui est juste et bien? C'est la critique que certains évangélistes américains font de l'empathie ces temps-ci. Notre invité, Régent Bergeron, essayiste et philosophe, a rédigé un texte publié dans Le Devoir ce 1er août, intitulé « Ces croyants qui nous mettent en garde contre l'empathie ». Monsieur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Labrec. Au sein de votre texte, vous critiquez ce courant qui vient, j'ai mentionné les évangélistes américains, là, mais c'est peut-être les plus connus, qui remettent en doute la notion d'empathie. Qu'est-ce que ces évangélistes reprochent à l'empathie et quelle est votre critique de leur critique finalement? Oui. Dans le fond, ce que ces évangélistes reprochent à l'empathie, c'est d'être trop généreuse, de s'ouvrir sur tous les déshérités de la terre, si on peut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux font appel à la Bible, aux croyances religieuses, aux textes sacrés, pour justifier leur position, si on peut dire. Évidemment, ils vont faire référence, par exemple, à l'avortement, le mariage homosexuel, à des thèmes comme ça, pour justifier le fait que certains abusent de la générosité. On pourrait parler aussi des mouvements migratoires là, aux États-Unis. Donc, certains ont une sorte de réaction face à ces problèmes sociaux ou à ces phénomènes sociaux, et ils en appellent justement à la religion, en pensant que la morale, justement, découle de la religion, alors que, comme on le verra peut-être tantôt, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être que la religion est venue après l'empathie, après les sentiments naturels qui ont émergé suite à une évolution chez l'être humain. Mais ça, peut-être qu'on approchera ce thème-là plus tard. Oui, vous mentionnez le contexte actuel. Une de mes questions était pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on critique l'empathie aujourd'hui? Est-ce que c'est possible que l'Occident ait du moins été coupable, du moins a fait un excès d'empathie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un retour du balancier, si on peut dire, qui fait qu'on commence à se poser les questions, est-ce qu'on a été, trop généreux envers le monde? Moi, ce que je constate depuis quelques années, c'est une sorte de repli sur soi de plusieurs pays, mais entre autres de l'Occident. On remet en question, par exemple, la mondialisation qui nous a fait espérer en de bonnes choses, mais qui maintenant est remise en question. Peut-être provoqué justement par les mouvements migratoires un peu partout sur la planète. Ça incite les pays, les États à se replier sur eux-mêmes et à penser à eux avant tout. Donc on le voit chez les Américains avec l'élection du gouvernement républicain. On promet des baisses d'impôts, on fait des coupures dans les programmes sociaux, en particulier en santé, on coupe d'une façon drastique l'aide humanitaire internationale. Donc, on voit que les républicains sont plus axés sur l'individu, sur le portefeuille des concitoyens, et ça pourrait justement être une des causes de cette baisse de popularité, si on peut dire, de l'empathie at large, si on peut dire. Je vous répliquerais, toute bonne charité commence par soi-même. C'est peut-être un peu naturel, non? Oui, c'est ça. C'est sûr que l'empathie, à la base, l'empathie s'est développée chez l'être humain, comme chez les mammifères sociaux dont on fait partie, et en particulier chez les grands primates. Cette empathie-là s'est développée pour des questions de survie, la survie du groupe. Donc, le groupe, la famille, par exemple, le clan, la tribu, on décide de s'unir pour partager, pour y aller de comportements de solidarité, d'entraide, etc. Mais évidemment, pour créer une cohésion sociale, l'empathie permet aussi à l'individu de faire partie, de se faire accepter par le groupe, sauf que le côté... Juste avant, en fait, oui. un élément important ou intéressant de votre texte, c'est que vous dites que ces évangélistes-là, pour eux, la morale et l'empathie découlent de la religion, et vous dites que c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être l'évolution humaine qui a mené à les valeurs qu'on a aujourd'hui en termes d'empathie,
de morale d'un point de vue judéo-chrétien, là, pour le dire ainsi, qui a mené ensuite à la religion, qui a récupéré, si on peut du moins utiliser, transformé et institutionnalisé cette morale et cette empathie. Donc, on aurait inversé les choses. Comment est-ce qu'on en est venu à inverser justement peut-être potentiellement la source ou du moins la cause, la conséquence en ce qui a trait à l'empathie, la morale comme on la connaît et la religion? Dans ce texte-là, je me réfère beaucoup à Jean-Jacques Rousseau, mais surtout à Frantz de Waal, entre autres à son livre Le bonobo, Dieu et nous, mais il a écrit aussi un ouvrage important qui s'appelle L'âge de l'empathie. Et ce que Frantz de Waal nous explique, suite à lui c'est un primatologue, un biologiste, il nous montre que la religion, dans le fond, se présente un peu comme l'ouvrier de la 11e heure. Celui qui récolte le fruit d'un travail qui a pris des millions d'années, c'est-à-dire l'évolution, et qui se l'approprie. La religion qui essaie de nous faire croire que les grandes valeurs humaines viennent des textes sacrés et que sans cette religion-là, ce serait le chaos, si on peut dire. Mais au niveau anthropologique, au niveau évolutif, les grands sentiments de solidarité, d'entraide et même d'amitié, de partage et d'empathie sont apparus à travers les millions d'années chez les mammifères sociaux dont on fait partie, et les grands primates en particulier. Et ce n'est que plus tard, justement, lorsque l'homme s'est mis à parler, lorsque l'homme s'est mis à écrire en particulier, qu'on a voulu, que l'homme a eu cette tendance à vouloir prendre une distance par rapport à ses origines animales, si on peut dire, à ses origines biologiques. Et ça, on le voit à travers la pensée mythique, on le voit à travers la religion, on le voit à travers la philosophie. Dans la mythologie, toutes les mythologies essaie d'expliquer l'origine de l'homme à travers les dieux, hein, les héros grecs, par exemple, qui descendent de Zeus ou peu importe, là, qui sont des demi-dieux. Même chose avec la religion chrétienne et d'autres religions qui essaient de nous faire comprendre que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même chose en philosophie avec les courants idéalistes comme chez Descartes ou Platon, même avant, où on présente l'être humain comme une dichotomie, comme une dualité, hein, formée d'un corps qui est mortel, mais d'une âme qui, elle, est immortelle. Et là, tous ces mouvements-là, évidemment, rendent impossible l'idée d'une théorie de l'évolution, et d'ailleurs qui est contestée souvent, encore aujourd'hui, mais tous ces courants-là essaient de nous faire croire que l'homme a un statut particulier par rapport au reste du règne animal. Parce qu'il serait une création divine, oui, bien sûr. Mais reprenons l'idée que la morale et l'empathie se seraient développées d'un point de vue évolutionnaire sur potentiellement des centaines, voire des millions, des centaines de milliers, voire des millions d'années. La critique qui me vient à l'esprit, c'est que la distance doit maintenant jouer un rôle important parce que si nos ancêtres primates tribaux, claniques, ont développé une empathie pour probablement leur propre groupe assez restreint et je dirais une méfiance saine envers d'autres groupes pour des raisons de sécurité principalement. Aujourd'hui, on nous demande collectivement là, de démontrer une empathie pour dans ce cas-ci, on pourrait dire des groupes, des clans, des tribus qui sont toujours plus lointaines géographiquement, culturellement, linguistiquement, religieusement. Psychologiquement parlant, est-ce qu'on est capable de vraiment, j'ai envie de dire, démontrer de l'empathie pour ce qui devient des notions relativement abstraites? La critique de l'empathie par ces évangélistes ne vient pas un peu peut-être de cette distance? Oui, mais c'est le côté, comme j'ai commencé à l'expliquer tantôt un peu, c'est le côté sombre de l'empathie, c'est l'envers de la médaille. Comme je le disais tantôt, l'empathie a servi avant tout à la survie d'un clan, d'une tribu. Et sauf que la fonction était aussi, oui, de consolider le groupe, de l'aider à survivre, mais c'était aussi une façon de canaliser l'agressivité vers l'extérieur du groupe. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'extérieur du groupe? Bien, c'est l'autre. C'est l'autre groupe, l'autre clan, l'autre village, l'autre... Bon, vous voyez, et là, c'est l'étranger, c'est l'esprit de clocher qui se développe et qui est presque fondamental à la nature humaine. Autant on peut y avoir une cohésion sociale à l'intérieur du groupe,
autant justement on peut se trouver des boucs émissaires pour essayer de décharger l'agressivité et expliquer l'origine de tous les problèmes. On voit ça constamment à travers l'histoire. Donc, ceux qui font partie du groupe, ce sont les bons, les excellents, les complets. On les appelle aussi les aristocrates plus tard. Ceux qui font partie de l'extérieur du groupe, ce sont les étrangers, les mauvais, les méchants, les barbares, les sauvages. Souvent, ils vont être traités de cafards. Donc, tout pour les déshumaniser, dans le fond. Et c'est Claude Lévi-Strauss, dans un petit livre là, qui s'appelle Race et Histoire, il dit « L'humanité cesse aux frontières l'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village. » Donc, et ça, on le voit constamment là, à plusieurs niveaux. Encore aujourd'hui, là, c'est à l'origine des guerres, des groupes de gangs, même dans le milieu du sport. Là, il suffit qu'on adhère à un club, il y a toujours club de football. Il y a un eux, en fait. Il y a toujours en anglais, on dirait in-group et out-group. Là, je trouve que c'est un peu réducteur, mais le nous est très formateur, du moins identitairement parlant. Et le « eux », en même temps, on en a besoin pour s'identifier nous-mêmes. L'empathie joue pas un peu... l'empathie et son envers que vous avez décrit comme, je résume comme étant la crainte de l'étranger ici. Là. Oui. Tout ça joue ensemble. On peut pas avoir l'un sans l'autre, j'ai l'impression, en 3 minutes environ. Oui, les croyances, les mythes, les religions ont participé justement à faire en sorte que les gens puissent s'identifier à un groupe. Sauf que, et là c'est un autre dossier, lorsqu'apparaît le christianisme, là, contrairement aux autres religions, on parle d'une religion universelle, ouverte, où tous les hommes font partie d'une même famille. C'est la nouvelle alliance. Oui, mais évidemment, c'est un beau message, mais c'est un message abstrait, désincarné, qui repose sur, en plus des croyances comme Dieu, l'immortalité, etc. Même chose avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un peu, si on peut dire, le volet laïcisé de la religion chrétienne. Là aussi, on parle de l'homme comme libre et égaux en dignité et en droit, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion. Et là, on parle de fraternité universelle. Donc, c'est très, très, très optimiste. Et là, ça va à l'encontre aussi de notre vieux fond tribal. Une dernière citation de Franz de Waal. Il dit « La biologie ne nous a guère préparés à des droits et obligations à l'échelle du monde. Nous avons évolué en animaux sociaux, pas en citoyens du monde. » C'est bien dit. Oui, mais là, c'est ça. Mais nous, on se donne quand même comme idéal on tente quand même de le faire, en fait. Oui, exactement. D'universaliser l'empathie, ce qui semble maintenant, disons, faire face à des embûches. Très difficile, puis parce que ça va à l'encontre de nos instincts très, très, très profonds et anciens. Donc, est-ce que la connaissance, la raison, va arriver à dompter ces instincts-là? Moi, je suis très pessimiste, là, mais bon, il faut toujours espérer, comme on dit. Écoutez, Régent Bergeron, essayiste et philosophe, merci pour cette analyse. OK, à la prochaine. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain à la même heure, nous recevons l'économiste belge Bruno Coleman pour discuter de l'entente commerciale récente entre l'Union européenne et les États-Unis. À la technique, Daniel Fortin, à l'animation moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.